Wesh les débrouillards, débrouillards. Aujourd'hui on est à Choisy-le-Roi dans le 9-4 pour l'interview de Demo One. Bonjour Démon, Salut frérot. merci de Comment nous vas-tu? accueillir chez toi. Merci à toi. Au cours de cette interview, j'aimerais qu'on retrace un peu ta carrière si tu le veux bien, sur Intouchable, Mafia Qu'un Free, tes projets en dehors de la musique, parce qu'il y a eu une longue absence de ta carrière. Mais avant de commencer, comment vas-tu? Impeccable, super. Très bien. Pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ben, je m'appelle Demon One. J'ai grandi ici, à Jette-Tartier. J'ai commencé le rap au début des années 90. En 92-93, on a fondé le Intouchable avec DRY, LS Montana, Mansa. Et après, plus tard, on nous a rejoint Mamad. J'ai sorti 2 albums, Les Points sur les, La Vie de Rêve, et aussi un maxi 6 titres avec Intouchable. Et on a fait pas mal de collaborations aussi sur pas mal de projets, avec de 113, avec d'Alger, Abouba. J'ai sorti 2 albums solo et un street album, Démons et Merveilles, et là l'album que je viens de sortir, Démonstrada 2.0, et un street album qui s'appelle Mon Rap. Et j'ai fait pas mal de collaborations aussi sur pas mal de projets en solo. Et j'ai sorti 2 albums avec la Mafia Qu'un Free, La Cerise sur le Ghetto en 2003 et Jusqu'à la mort en 2007. C'est un CV bien, Voilà. bien chargé. Et aussi j'ai tourné dans Les Taïra de Frandas Tombide et j'ai donné aussi la réplique à Tar Brahim dans le film Un prophète de Jacques Audiard. Et aussi dans le film de Jean-Pascal Zadi, Zadi, African Gangster. Voilà. à quoi ressemblait ta jeunesse, Démon? Bah ici à Jette-Tartier, tu vois, avec les condés qui nous contrôlaient toutes les 5 minutes, tu vois, en bas des tours, pas de thunes, tout ça, tout. Mais ça va bien, tu vois. Heureusement aussi à l'époque, on bougeait, tu vois, les éducateurs nous emmenaient en Normandie, tout ça, tout ça, on bougeait un peu. Après aussi par nous-mêmes, on a commencé aussi à bouger, voilà, de nous-mêmes, on prenait le train, tout ça, tout ça, on allait en Suisse, on allait à Marseille, on allait à Cannes. Bien, tu vois, entre Gardave, bonne soirée, rigolade avec les potes, tout ça, tout ça, voilà. La jeunesse classique d'un mec de quartier. Ouais, voilà, c'est ça, on va dire. Et là, c'est la rentrée. J'aimerais qu'on fasse un bond dans le passé. Je dois savoir quel genre d'élève tu étais à l'école. Bah ça va, je suivais, tu vois, j'étais assidu et je m'intéressais, tu vois, mes matières de prédilection c'était le français et l'histoire. Après le reste, la mathématique, les sciences, tout ça. Tout. Ça t'intéressait pas Ouais, voilà, sans plus. Après c'est à l'âge de 14 ans, quand j'étais en 4e, c'est là quand j'ai commencé à rentrer dans le rap que j'ai commencé à m'intéresser en fait. À ça, et à décrocher un peu au niveau scolaire. Et sinon, ça va. Les professeurs, des fois, étaient un peu étonnés de ma façon tu vois, de réagir, de répondre. Ça va. J'étais un bon élève, mais après, on va dire, voilà, avec le rap et aussi le contexte, parce que aussi, dans ma classe, il y avait tous les maîtres de la cité, tout ça. Donc, tout tu vois, ça. Donc, tu connais pas, c'était voilà, freestyle, tout. Donc, parce que tu es quelqu'un de cultivé, parce que toi-même, tu disais que des fois, tu allais à la bibliothèque pour apprendre des choses oui, exactement. un peu en avance et en débattre avec les profs. Ouais, voilà. C'est ça, c'était pas une grosse bibliothèque qu'on avait, elle est toujours là d'ailleurs, ça s'appelle la Maison pour tous. Et j'aimais bien, je lisais un peu de tout, ça peut être des bandes dessinées, à des dictionnaires, à des livres d'encyclopédie. Nous, on ne nous a pas dit aller vers le savoir, vers la culture. On nous a mis dans des écoles de ZEP, de zones d'éducation prioritaire, avec des professeurs qui n'étaient pas souvent bien formés, tout ça, ou qui venaient de commencer dans l'éducation. Et du coup, voilà, on nous a un peu ghettoisés et laissés là, comme ça, livrés à nous-mêmes. Donc je me suis dit, je suis libre à moi-même, ben, je vais apprendre par moi-même.
T'as réagi avant que ça Voilà, tombe exactement. dessus. J'ai compris, en fait, aussi, c'était une technique d'enfermement. Pas, tiens, cherche pas à comprendre, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, t'es papa. Avec le recul, quel constat t'as sur la situation actuelle sur l'école, sur les programmes scolaires, tout ça? Bon, voilà, ce que je pense, bon, j'ai toujours dit, tu vois, c'est que, voilà, l'histoire fut écrite par la main des vainqueurs, comme disait Martin Luther King. Et que voilà, les manuels scolaires, en fait, ça a été décidé par l'Académie nationale. C'est un programme. Moi, je dirais aussi un programme, j'ajouterais de républicain, quoi. Ça se dit, avec une idéologie, avec un concept. Donc, oui, si tu te réfères en fait à ce qu'ils disent, déjà, c'est eux leur vision. Ouais. Et ensuite, après, c'est eux les programmes aussi qu'ils ont décidé. Alors que moi, je dis qu'il fallait aussi au-delà de ça, et que le monde est grand, et que chaque culture est différente, et chaque histoire aussi est bien à apprendre et pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais malheureusement, l'histoire se répète toujours. Et c'est bien aussi pour sa propre éducation et pour soi-même, tu vois, de savoir. Après, c'est Dieu aussi qui m'a donné ce don-là, de la soif de connaissance et d'apprendre. Et après, je ne suis encore qu'un élève, tous les jours on apprend. Mais je trouve que voilà, c'est bien aussi. Mais il y a pas mal dans les cités, tu vois, t'as des mecs, franchement, ils n'ont pas été à l'école, tout ça, mais ils savent, ils ont des connaissances de ouf, mon frère. Ils peuvent te parler de ce qui se passe sur Mars, peuvent te parler de religion, peuvent te parler de littérature, peuvent te parler d'histoire de France, d'histoire du Congo, de l'histoire de l'Algérie, tu vois ce que je veux dire. Les mecs sont très cultivés aussi, hein, tu vois. C'est un truc aussi propre aux cités, on n'en parle pas souvent, mais tu vas dans les quartiers, mon frère, t'as des têtes. Parce que pour rebondir sur ce que tu dis, tu avais soif de connaissances. Et pour un jeune de cité qui va à l'école, qui n'aime pas trop ce qu'il fait et qui reste au fond de la classe, est-ce que toi maintenant tu vois à l'heure d'aujourd'hui le fond de la classe comme le royaume des ignorants? En fait, ça les arrangeait bien aussi qu'on était au fond de la classe. Moi, mon prof, il me disait, reste au fond de la classe, tu peux même dormir, à part si tu ronfles, là, tu vas déranger la classe. Mais sinon, reste, tu vois, ça les arrangeait. Et nous aussi, on a trouvé ça comme un refuge. Mais en vérité, eux, les profs, ils ne nous ont pas dit, viens devant. Au contraire, non. Tout ça, ils ne nous ont pas poussés aussi. Tu vois, et après, parce que certains, après c'est l'éducation nationale, tu vois, tu as des profs aussi, ils ont une vie sociale à côté. Ouais. Et à l'époque aussi, nous, on avait des profs, voilà, ils avaient des problèmes, certains étaient alcoolisés, tu vois, et donc, ils n'ont pas le temps, tu veux pas travailler? Pas de problème, va là-bas, mets-toi au bout, tu me déranges pas, dors si tu veux, du moment que tu ne déranges pas le cours, vas-y. Peut-être des fois, je disais, excusez-moi, je peux aller aux toilettes, prends ton temps, prends ton temps, ouais, pas de problème, tu vois. Donc, ça les arrangeait bien, tu vois. Alors que, non, au contraire, quand tu as des jeunes en difficulté en face de toi, c'est à toi d'aller vers eux aussi, à toi de donner aussi le goût d'apprendre, le goût aussi de la formation, le goût du travail. C'est à toi aussi, voilà, si tu ne les respectes pas, tu dis fais ce que tu veux, vraiment, je fais ce que je veux. Tu vois. Et dis lui, il en a rien à foutre de moi, moi aussi j'en ai rien à foutre de lui. Tu vois, et c'est normal après que tu penses comme ça. Donc c'est chacun de son côté, tant que non, tu ne déranges pas la classe. Voilà, c'est ça, mais normalement ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, mais après, c'était des classes surchargées, tout ça. Voilà, c'est des gens en fait. Après, ils sont pas tous comme ça, hein. Tu as des super profs, tout ça, mais tu as des fois des profs, voilà, de ma génération à moi, je parle bien sûr, qui, voilà, je n'avais pas le temps, hein, tu vois ce que je veux dire, le mec dans 2 ans, il est à la retraite, tout ça, tout. Il dit, je suis là, il ne va pas me faire chier. J'ai eu déjà ses grands frères à lui, ils m'ont bien emmerdé, lui. Il ne veut pas m'emmerder, dans 2 ans, je suis à la retraite, il ne veut pas bosser, c'est son problème, je m'en fous. Et tu dis, c'est dans les caves de la cité que j'ai commencé à composer mes premiers textes. Là, tu as plus de 20 ans de rap à ton actif. Est-ce que tu te rappelles ton premier son que tu as fait au studio? Ouais, c'est Intouchable Click. Mais en fait, pour Intouchable, sinon mon premier son que j'ai fait en studio, la première fois que j'ai posé, en studio, on va dire sur un projet, c'était sur la Mistep opération Coup de poing. C'était sur cette Mistep. Mais j'ai dû poser un 4 mesures, c'était avec AP, du 113. Et après, c'est sur les liens sacrés. Non, pas les liens sacrés, pardon. Légendaire, ma Fat Jafrey. J'étais un EP 10 titres à l'époque, légendaire.
Voilà, et après, un peu après, Intouchable. Les points sur les Intouchable. Et ça rappait beaucoup avant d'aller au studio. Enfin, je veux dire, ça faisait beaucoup de freestyle. Oui, à l'époque, on n'a pas commencé par le studio. C'était les potes de la scène. Tu vois, et Ah, aussi, ok. on avait ici, dans la ville, il y avait des locaux de répétition. Tu vois, on avait accès, mais c'était des locaux de répétition qui, à l'époque, étaient adaptés au rock. Tu vois, parce que le rap, c'était pas encore, tu vois, Ouais, même les en studios développement. de Ouais. répétition, même les studios pour enregistrer, tu sais, c'était pas encore adapté au rap, tout ça, tout. Tu vois, t'arrivais, t'avais un studio de répétition, t'avais des batteries, t'avais des amplis, tout ça, tout. Et, euh, et donc, voilà, on a commencé par répéter, par freestyle, beaucoup de freestyle dans la rue. Et c'était les potes de la scène, des concerts, en fait. Voilà, c'était ça. Tu préfères plus la scène que le studio, toi, du coup? Oui, bien sûr, mais c'est différent. Moi, à l'époque, voilà, on faisait beaucoup de scènes. Et après, quand j'ai commencé à faire le studio, le studio, c'est différent. Tout ça, tu as l'approche, elle est différente. C'est pas pareil. On faisait aussi pas mal de radio. C'était aussi les potes des radios, des freestyles à la radio, des freestyles dehors, tout ça, tout ça. Tu as les potes des concerts. Et après, le studio, c'est notre approche. Et après, à cette époque-là, on allait tout le temps, quand 113 ils enregistraient l'album, on était là. Quand Thierry James il enregistrait Le Combat Continue, tout ça, tout, on assiste à toutes les séances, on était tout le temps en studio. Et c'est là que j'ai appris, grâce à Thierry, comment se servir des pistes, comment se servir tout ça, tout ça. Voilà, tu as de laisser des blancs là, tu laisses respirer, là tu reprends comme ça, tu sais, les techniques pour poser tout ça, tout, tu vois. Donc c'était pas Donc, nouveau pour vous, c'est-à-dire quand vous êtes arrivé, c'était vraiment baigné dedans, en fait, ouais, dans le voilà, c'est milieu, ça. Mais quoi. depuis tout petit, tu vois, on avait 14-15 ans et Jerry James, il avait 13 piges, il passait au Midem de Cannes, tout ça, tout, on allait. On passait à La Rochelle là-bas, on allait, on descendait à une dizaine de la cité, on y allait. Tout ça, tout, on fraudait le train, tout ça, tout, on arrivait là-bas, tu vois, une dizaine, mon frère, 16-17 piges, mon frère. C'était chaud, les gens, mon frère. Sur ce genre, on se débrouillait, tu vois, on se débrouillait pour dormir, on se débrouillait pour tout, tout ça, tu vois. En fait, c'était quand il y avait un groupe de la Mafia Fruit qui se déplaçait, c'était toute la Mafia Fruit qui venait. Bien sûr. La tournée d'Alger, c'était pareil. La tournée 113, c'était pareil. Et il y a Rof qui dit dans un son, j'ai commencé à rapper avec Demon One, enfin avec Démon dans la crise. Tu te rappelles de cette époque-là? Ouais, exactement. Ouais, ouais. C'était ici. Ah, c'était juste ici? Ouais, c'était là. C'était dans cette table-là. Exactement. Je suis derrière. C'était là. Donc il dit qu'il a commencé à rapper avec toi. Donc du coup, comment ça se passait au début? Tu donnais des conseils un peu? Tu étais un peu avant-gardiste sur lui par rapport aux séances de studio, tout ça ou, Non, non, Rof, il a toujours su rapper, tu vois. En fait, on a tous appris, je pense, les uns des autres. Tu vois, j'ai appris sur lui, tu vois, comme lui, il a appris sur moi. Tu vois, mais en fait, on se donnait pas forcément de conseils parce qu'il y avait une concurrence aussi entre chacun. Voilà, mais on s'épaulait, tu vois. ce qui Je veux permettait dire, de tu vois. progresser, ça veut dire que. Exactement, mais on s'épaulait, tu vois. Euh, Moi, je savais mieux pour Rof ce qui était bien pour lui, et lui, il savait mieux pour moi ce qui était bien pour moi. Tout ça, c'est parce qu'on se connaissait, on se complétait. Ok. Dans les années 90, création de Intouchable. Mm. C'était quoi le but ou l'objectif premier d'avoir créé ce groupe? Ben, moi, déjà, je rappais déjà. Et à l'époque, la mode, c'était les groupes, tu vois. Et maintenant, c'est marrant, c'est que des solos maintenant, que des rappeurs solos. Et nous, à l'époque, t'avais un groupe avec 2 danseurs, avec un DJ et tout. Et donc, voilà, je voulais monter un groupe. Et j'avais un pote à moi, et à l'époque, les gens, ils me charriaient un peu. Et parce que aussi, à l'époque, voilà, c'est pas comme aujourd'hui, tu dis je rappe. Ah ouais, ça. Avant, tu disais ah, je rappe, putain. Tu étais vu comme un paria. Tu vois ce que je veux dire? On utilisait le mot Zoulou en négatif. Tout ça, tout ça. Oh, c'est un Zoulou, lui. Tu vois. Et donc, voilà, il y avait Mansa, lui, tu le dirais, tu m'as dit, il n'y a pas de problème. On a monté Intouchable. Et voilà, après, Dry, Mamad, À La rejoindre. Montana nous a rejoint. Ok. 95, création de la Mafia Café. Ouais, on va dire, ouais, c'est ça, 94, 95, c'était l'Union à la base. L'Union. D'abord, ça Ok. s'appelle l'Union, après c'est devenu Mafia Info. Comment s'est créée cette organisation-là? Ben, en fait, chacun, il y avait Intouchable, il y avait 113 de Vitry, tu avais d'Alger,
Voilà, d'Orly. Mais comme ici c'est proche, c'est assez limitrophe, ça fait on se connaissait tous. Et après, ce qui nous a unis, voilà, c'est la musique, tout ça, tout ça. Tu vois, on partageait, on traînait au même endroit, la 2001, ou à Joinville, à Barbus. Et donc à partir de là, ben, on a formé la Mafia Free naturellement, quoi. Et dans un sens, tu dis, Kerry nous a fait continuer le combat. Le combat continue, la Mafia Cafri. Où ça en est pour le combat? Ben, on va dire que pour le moment c'est en stand-by, chacun de son côté fait ses trucs. Après, Inch'Allah, voilà, on verra peut-être pour un projet de film ou quelque chose, un projet en commun. Un retour possible. Inch'Allah, je le souhaite. Et dans le rap, il y a de moins en moins de groupes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu penses que c'est un reflet sur la société, le fait qu'on soit devenu très individualiste et que dans le rap, qu'il y ait du coup, moins de groupes et que les gens veulent rapper seuls pour avoir leur pomme, on va dire? Alors, je sais pas si c'est le cas, tu vois. Si le rap est seul, c'est peut-être parce que c'est la mode, c'est comme ça. Avant c'était la mode des groupes, maintenant c'est la mode des solos. Tu vois, après, je vais pas mettre les rappeurs tous dans le même sac, tu vois. Et t'as des rappeurs qui sont restés authentiques, mais comme de notre époque, hein. Après t'en as d'autres, voilà. C'est autre chose ce qu'ils font, voilà. Mais après moi, je vais pas commencer, voilà, à critiquer ou à dire que ce soit. C'est dur d'être un artiste, d'évoluer dans ce monde-là. Tu vois, c'est pas facile. Après voilà, tu fais ce que tu veux en vérité. Moi, j'ai toujours fait en fait ce qui était propre à moi-même, à ma personnalité. Tu vois, moi je parle beaucoup, voilà, d'actualité, je suis dans, voilà, tout ce qui est politique, tout ça, tout. Voilà, faire du commercial, oui, d'accord, mais ça, de toute façon ça n'aura pas marché parce que c'est pas moi, c'est pas mon délire. Moi je suis comme ça, ben, je fais comme ça. Si maintenant le truc de faire du commercial, que toi tu sais le faire, bah fais tout ça. Si ça marche. Après c'est pas donné à tout le monde, sinon aussi, voilà, ça serait facile de faire des tubes, tout le monde ferait des tubes. Non. Tout ça, tout ça. Après, c'est propre, fais ta musique qui soit propre à toi. Pour moi, je fais ma musique qui est, voilà, propre à ma personne, à ce que je pense, à ce que je fais. Voilà. Après, un tube, après, c'est pas forcément commercial. Non, après, toi, bien sûr. T'as des tubes bien sûr, tu peux faire tu peux faire des tubes. Et un tube, ça aide aussi à la commercialisation de ton album. Et ça va permettre aussi aux gens d'écouter ton album. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, si tu veux faire un tube, bah, fais un tube. Tout ça, tout. Tu vois ce que je veux dire? Après, si tu veux dire la vérité, bah dis la vérité, tu vois. Parce que là, t'as fait des tubes avec tonton David et Intouchable. Oui, tonton David, Hold Up, ça fait plaisir avec Rof, mais si tu regardes bien, en plus, mais les tubes qu'on a fait, c'est des morceaux, voilà, qu'on tournait, mais qui sont, ça va, authentiques. Ouais. Ça veut dire, ça fait zizir avec Rof, tu vois, voilà, ça a été un tube, mais voilà, Hold Up, pareil, c'est un morceau quand même, tu vois ce que je veux dire, ça a été un tube, mais c'est des morceaux quand même, tu vois ce que je veux dire, qui ont été, on peut dire commercial, mais qui sont quand même pour moi authentiques, tu vois, c'est pas vendu. Et toi, à cette époque-là, tu étais très jeune de la gagne. Ouais, je devais avoir 28, 29 piges. Et à cet âge-là, pour gérer le succès, ça va, on a la tête sur les épaules ou ça nous tombe dessus? Comment on fait pour... J'ai toujours été le même, je sais pas. Donc, après, c'est pas moi qui change. Des fois, c'est pas le succès à toi qui te monte la tête, mais il peut monter la tête des gens autour de toi. Et ça, du coup, pour le gérer, comment... C'est pas évident, parce que c'est pas toujours facile d'avoir le recul nécessaire et de discerner des fois les choses, tout, tu vois, sur le moment présent, et de savoir qui est vraiment avec toi et qui est contre toi, tu vois. Après, tu vois, bien sûr, tu vois des changements, tu vois, des gens qui, par exemple, ils te disaient jamais bonjour, tout ça, tout, du jour au lendemain, bonjour, ça va, tout ça, tout ça. C'est des trucs marrants en vérité, tout ça, tout, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et après, bon, voilà, c'est comme ça. Tu vois. Et 97, séparation avec Watibé. Ouais. C'est à ce moment-là que tu te mets en indé ou ça reviendra plus tard? Non, j'étais déjà en indé avant d'être dans Watibé. Et après Watibé, je suis retourné en indé. Oh non, pardon, je suis retourné d'abord, j'ai fait un album chez Hostile, Démons et Merveilles. Et après, je suis retourné dans l'indépendant.
Parce que j'aimerais revenir sur l'affaire que tu as évoquée avec Dawala. Ouais. C'est à peu près, on va dire, la même histoire que vous avez en commun avec Gims Et Black M aussi. et Black M. En fait, moi, j'aimerais revenir sur ton époque en tant qu'artiste. À cette époque-là, comment c'était avec les contrats? Est-ce qu'on avait un œil dessus? Comment ça se passait en tant qu'artiste? On restait que concentré sur la musique, le côté administratif, on n'y prêtait pas forcément attention. C'est... Ouais, en fait, moi, ce que j'ai fait, mais comme voilà, des fois, tu sais, quand t'es jeune, t'es en studio, ça fume des joints, ça tisse, ça boit des verres. Il y a un mec qui vient te voir, il te dit, tiens, t'inquiète, signe là, nanana, pépère, t'inquiète pas, nanana. En fait, tu sais même pas ce que tu signes. Tout ça, tout. Et après, on dit, non, mais t'inquiète pas, là, tu vois, ce que tu signes, c'est un contrat, mais c'est parce que moi, j'ai besoin de ça pour que quand je vais démarcher en maison de disque pour signer voilà, l'avance pour la licence, eh ben, j'ai besoin de ces papiers-là, tout ça, total. Mais c'est juste pour les statuts. Et le jour où, voilà, il te dit, la personne te dit aussi, voilà, t'inquiète pas, c'est la parole. Il n'y a rien, c'est un contrat, mais c'est entre nous, on se connaît, tout ça. Mais le jour où il y a un litige, un truc qui ne va pas, là, il te dit, ouais, mais là, le contrat, il dit ça, le contrat, il dit ça. Voilà, ça commence comme ça. Après, tu commences à dire, ouais, mais ça et ça. Non, mais là, c'est comme ça, c'est comme ça. Et après, voilà, il y a des désaccords. Et beaucoup de gens, en fait, profitent de la, on va dire, peut-être de la stupidité, mais de la naïveté, on va dire, tu sais, de certains jeunes artistes. Mais maintenant, ça va. Je vois la nouvelle génération, ils sont très avant-gardistes sur ça. Maintenant, ils font attention. Mais à l'époque, tu vois, tu viens, tu chantes, tu dis, par exemple, tu passes à la radio. Et quand tu passes à la radio, tu dis, bah, c'est bien, nan, tac. Et 2 ans après, tu vois, tu n'as pas touché d'argent. Donc, c'est là que tu commences à te poser des questions. Tout ça, tu commences à voir que voilà, tu as des trucs, tout ça, tout, qu'on t'a pas dit, tout ça, tout ça. Et il y a des gens qui ont vu aussi que, en fait, dans la musique, c'est simple. Si tu ne réclames pas ton argent, si tu ne réclames pas les droits que tu as générés, ils ne vont pas te dire, eh oh, toutou, tac. Moi, ça m'est déjà arrivé, des fois, où j'ai été voir des gens, je l'appelle, je fais, excuse-moi, ça va? Ouais, ça va. Tu fais de l'argent, moi? Oui, oui. Et ça fait 2-3 piges comme ça. Je fais, mais pourquoi tu m'as pas dit? Ah bah non, parce que en fait, t'es pas le seul artiste, hein. J'ai 600 trucs, nanana, donc je regarde pas forcément. D'accord. Moi, tu sais, dans ma tête, bon, je me dis, tu sais, je suis intelligent, bon, c'est plausible ce que tu dis, mais non, en vérité, tu me prends pour un con dans ma tête, c'est pas possible en fait. Tu vas se dire, bah, c'est des trucs comme ça en fait, tu vas pas déclarer tes droits, réclamer dans la musique, c'est comme ça. Après, je pense que dans beaucoup, même dans la rue, c'est comme ça. Tout ça, tout. Tu vois ce que je veux dire, si le mec il va pas réclamer ses thunes, mon frère, il va pas te rendre tes thunes. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, et dans plein de domaines, c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est le message que j'ai à passer, c'est voilà, tu peux signer n'importe quoi, mais pas de n'importe qui. Parce qu'en fait, avant, ça signait à la confiance, en fait. Ouais, voilà, c'est Sans, ça. sans lire un contrat, ça C'est ce qui est arrivé à James, tu vois, c'est ce qui est arrivé aussi à moi. C'est ce qui est arrivé à plein de gens. En fait, tu signes un contrat, mais tu sais pas trop ce que tu signes. Et en fin de compte, quand tu regardes après, tout ça, tout, tu vois, bah, tu as signé dans la musique, tu signes pas pour une durée d'années. Tu signes pour un nombre d'albums. Donc là, tu vois que tu as signé pour cet album. Après, tu vois que sur tes droits d'édition, tu touches que 15%. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, tu veux. Hein. Ça va? Salut. Parce que alors d'aujourd'hui, Intouchable, c'est toujours chez Watibé. Ouais. Du coup, c'est-à-dire que comme en fait, comme tu as dit, c'est pas sur une durée, c'est-à-dire qu'il y a vous signez pour tant d'albums. C'est-à-dire que tant que ces albums-là ne sont pas faits, c'est-à-dire que le Voilà, contrat c'est reste. ça. En fait, tant que tu n'as pas rempli en fait, le nombre d'albums que tu as fait, par rapport au contrat d'édition, l'avance que tu as remboursé. En fait, tu es un peu lié. Voilà, c'est ça. Et quels conseils Et aussi, aujourd'hui, maintenant, tu sais, avant, à l'ancienne, quand tu signais un contrat sur un label ou même en maison de disque, c'était exclusivement comme. En fait, il n'y avait pas encore le digital, c'était exclusivement sur le physique. Okay. Tu vois, maintenant, tu as vu comme le physique s'est un peu coulé et que maintenant on est plus passé en digital. Maintenant, quand tu vas signer un contrat, en fait, c'est un contrat. Les éditions, c'est un contrat, les éditions, ton droit à l'image et aussi tout ce qui est physique et digital, en fait tout est lié maintenant. Tu vois ce que je veux dire, mais je trouve ça un peu aussi une façon de museler l'artiste en fait. Okay. C'est-à-dire que l'artiste, non, apprends-lui à manger de ses éditions, dites-le, tout ça, va pas tout gratter sur lui, tout ça, tout, tu vois. Et toi, quel conseil tu aurais à donner à un jeune qui se lance dans le rap, qui est prêt à signer un contrat par exemple? Tu regardes ce qu'il signe. Tu vois ce que je veux dire, un contrat en fait faut faire le lien. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est
Pas tu prends le contrat, tu dis à la confiance, bah c'est bon, nanana, tout ça, tout tac, tac. Non, en général, quand on te donne un contrat, tu fais le lire par un avocat ou tu fais le lire par quelqu'un, même si tu ne peux pas prendre un avocat ou quelqu'un qui s'y connaît, tu es juriste, qui s'y connaît en juridique, qui va te dire, voilà, peut-être qu'il va te rayer des clauses qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Et au moins, tu sais, au moins, la personne elle va t'expliquer ce que tu signes. Là, tu signes ça, que voilà, là, c'est pour ton droit à l'image aussi. Tu sais, signer un contrat, c'est voilà, bien beau, mais il faut savoir ce que tu signes. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Parce que là, il y a de plus en plus de gens qui partent en indépendant. Donc, selon toi, un contrat, c'est bénéfique Ça peut être aussi, bien sûr. Ça peut être, au contraire, tu sais, tu as besoin aussi. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Tu vois, les studios, tout ça, tout tac, les clips. Et si tu as quelqu'un qui peut épauler ça, produire tout ça, tout tac. Et après, tu as des bonnes personnes, en fait, tu vois, qui le font, qui te contribuent aussi, qui produisent des petits jeunes, qui font les choses bien. Après, comme tu as d'autres voilà, producteurs qui sont un peu plus véreux, tu vois, qui te font signer des contrats voilà, d'exploitation. Là, c'est ça en fait, c'est des contrats où oui, après, tu as vu, où il y a des vices cachés. Je pense que c'est comme ça, la ouais. musique aussi, c'est un milieu d'exploitation, comme dans tout, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Et comment ton entourage a interprété ta carrière dans la musique? Ben, beaucoup de fierté, avec beaucoup de fierté. Et ouais, c'était content, bien sûr. Ça les a étonnés de te voir à la télé du jour au lendemain, ou non, ils n'étaient pas surpris, ils savaient ce que tu rappais? Bah, dans mon entourage proche, on va dire, les gens savaient déjà que j'étais dedans. Tu vois, j'étais depuis tout petit, mais après, de voir voilà, que j'ai été jusqu'au bout et que à côté de ça, voilà, tu passes à la radio, à la télé, ouais, c'était fier, content. Tu vois. Et en parlant d'entourage, bah, tu as fait une fusion avec ton fils Béné. Est-ce que ce serait possible de vous revoir sur un morceau, ou il a complètement arrêté le rap? Bah, aujourd'hui, il travaille. Et des fois, il continue, mais c'est par passion en fait. Tu vois, le rap, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et sinon, non, aujourd'hui, il est plus passé à autre chose. Donc c'est juste de temps en temps, il écrit des textes et il fait des sons voilà, pour lui. Tu sais, on te catégorise souvent comme un rappeur hardcore, mais tu sais, dans tes musiques, il y a un côté très social. Le fait que tu parles souvent de politique, ça veut dire que ça, depuis un moment, le son que tu avais fait président, voter pour moi, et le dernier son en date élu à vie. Toi, quel constat de la société tu as aujourd'hui? Ben, le constat que j'ai de la société, c'est on a évolué, et pas forcément dans le bon sens, tu vois. Il y a plus d'inégalité. Ce gouvernement-là, c'est, comme il disait Victor Hugo, de l'injustice partout, de la police partout, pardon, et de l'injustice nulle part. En fait, tu vois, plus on avance, et plus c'est un monde capitaliste, individualiste. Les gens sont plus tournés vers eux-mêmes, vers leur propre portable, vers leurs propres intérêts, et qui ne voient pas que l'autre peut-être est en train de souffrir. Tu vois, que c'est un monde plus égoïste, où il y a moins de partage. Et que même, tu vois, des associations comme les Restos du Cœur ou les Secours Populaires, ils se font voler. Tout ça, tu vois ce que je veux dire, ils volent même ceux qui donnent aux pauvres. Tout ça, c'est un monde qui est devenu plus dur, tu vois, plus dur. Et les gens, voilà, pensent plus à l'argent qu'avant. Il y a moins de solidarité. Avant, tu étais en galère, hein, t'as pas un oignon, t'as pas un peu d'huile, là, c'est... Non, c'est 3,50 €. C'est dingue, mais je plaisante d'image, mais voilà, c'est un peu ça. Tout est ramené à un chiffre maintenant. Tu vois ce que je veux dire, il faut tout payer. Tu vois, et aussi, c'est la société, aussi le système qui a fait en sorte que voilà, tout est payé, tu payes tout. Tu te lèves, voilà, tac, tu vas payer, tu manges, tu vas payer, tu respires de l'air, tu vois. On est rentré dans ce truc-là, tu vois, et les réseaux et aussi les nouvelles formes de consommation, ouais, avec le portable, tout ça, ont accentué un peu tout ça. Et voilà, donc, et plus de guerre dans le monde, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Voilà, plus de famine, plus de misère, et plus de mensonges aussi apportés dans les médias. Tu vois.
peut-être qu'on est devenu plus capitaliste parce que la vie devenait de plus en plus chère. Donc du coup, on s'est... Oui, c'est sûr, de toute façon, on a toujours été dans une société de consommation. Mais juste que le processus, là, peut-être, il s'est accéléré. Maintenant, il faut consommer encore plus. On le voit même dans la musique. Tu vois, avant, t'écoutais un album pendant 2-3 ans, tu vois, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, tu consommes un morceau, pas, je l'écoute, voilà, 3-4 jours, une semaine, pas, après j'en prends un autre, pas. C'est des morceaux jetables, quoi, en fait. C'est de la consommation jetable. En fait, il n'y a plus que le rasoir jetable maintenant. Tout ce que tu consommes, c'est jetable. Tu vois. Et toi, le rap game, comment tu le vois à l'heure actuelle? Je suis loin de tout ça, tu vois. Ouais, je fais ma musique en fait, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ceux qui aiment bien, ceux qui ont envie d'écouter, tout ça, tout, voilà. Tu, Je suis tu le content vois après, sans le voir, sans... Oui, j'écoute sans écouter, j'écoute, je regarde ce qui se fait, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, je suis comme tout le monde aussi, tu vois, j'écoute, et te lâches entre l'autre, ah ça te lâche ça. Ça se découpe, ça s'enfouraille. C'est vrai, on suit aussi, tu vois, je suis comme tout le monde, j'ai un portable aussi, tu vois, tu regardes, l'autre il attaque l'autre, ouais, bah ouais, voilà. C'était pas... Dans votre génération, il y avait des clashs un peu ou c'était pas... En fait, c'était pas si médiatisé que ça, en fait. Bah, le clash, en fait, quand c'est arrivé dans notre génération, c'était sous forme de battle, tu vois ce que je veux dire. C'était ça le clash, c'était bon enfant, en fait. Tu vois, ça faisait aussi partie de la culture hip-hop, mais c'est voilà, comme les battles voilà, à l'ancienne, tu clashes à la Eminem, tu vois ce que je veux dire, tu vois, dans son film, tu vois, où tu vois. Ça, voilà, ça rappe sur l'autre, sur ses défauts, pas. Mais c'est marrant, tu vois, c'est pas. Ouais. Là, après, le clash s'est transformé, après, c'est dans les début des années 2000, avec les conflits entre les rappeurs de la West Coast et de la East Coast, tout ça, tout là où c'est. Après, ça s'est démocratisé, voilà, en France, où les gens aussi, pareil, on lui fait, ah, tiens, mais c'est les maisons de disques aussi qui sont friands de ce truc-là, parce que pour eux, ça les fait vendre. Ouais. Tu vois, plus, il y a plus de tout le contraire, c'est eux, ils disent, vas-y, bah, attaque, tout ça, tout. Tu vois, c'est du buzz en vérité, tu vois. Ouais, ça allait pas... En fait, avant, ça allait pas aussi loin, genre dans la vie personnelle, c'était pas autant sur les réseaux sociaux. Enfin, à l'époque, il y avait très peu Ouais, aussi. de réseaux. Il n'y avait pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. Ouais. En plus, en parlant de communication, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, j'ai oublié d'évoquer ce point-là. Alors de jouer maintenant, un artiste, c'est plus que de la musique. C'est-à-dire qu'il doit se faire sa propre com, avec ses réseaux. C'est limite devenu un community manager. Donc il y a plusieurs casquettes. Toi, comment tu l'as pris ce virage? Ça va, tu l'as bien pris ou c'était un peu compliqué? Non, je l'ai bien pris parce que j'ai toujours aussi fait par moi-même, j'ai toujours répondu aux gens, tu vois. Et j'ai toujours été aussi proche des gens, donc pour moi, je l'ai pris voilà, normal. Après, cette année, j'ai été plus présent sur les réseaux. Mais avant, à un moment, on va arrêter, je m'en foutais. Tout ça, je me prenais pas la tête. Et après, mais c'est bien aussi pour les gens qui te suivent, même pas forcément les gens qui te suivent. Tu sais, des fois, j'ai des potes, des amis. Je dis, ah bah Démon, j'ai des nouvelles de toi, je suis tes stories, tout ça, tout. En même temps, c'est bien, c'est un moyen aussi pour ceux qui me connaissent, voilà, de voir, voilà, ça va, Alhamdoulilah, on va bien, tranquille. Tu peux montrer un peu ce que tu fais. En même temps aussi, les gens ils sont contents. C'est bien, tu vois, c'est de partager aussi des moments, tu vois, de studio, de concert, tu vois. Et comme tu l'as dit, un vrai démon ne meurt pas. 13 ans après, tu reviens avec ton album Demonstrada. Est-ce que tu reviens mettre les points sur le i pour une vie de rêve? Je reviens avec des nouvelles chitos. En plus, ce rêve, c'est qu'on a beaucoup parlé de tes dents, qui est une marque de fabrique, mais les gens, ils oublient de souligner aussi que tes lunettes. Parce qu'ils parlent beaucoup de ta marque de fabrique au niveau des chicots, mais les lunettes aussi, pour moi, c'est ta marque de fabrique aussi. Ouais, voilà, c'est ça. On a l'air des lunettes. On a juste changé les dents. Et tu les as fait avec l'As Décor? Alors, c'est l'As du corps, exactement. L'As du corps? L'As du corps qui sont implantés à Istanbul, en Turquie. Voilà, c'est eux qui se sont occupés en fait de l'opération. Ok. Donc ça a été suivi. Tu as été à Istanbul pendant combien de temps du coup? J'ai été en fait en 2 voyages. Je suis parti mi-décembre
Le premier voyage, je suis resté 3 jours. J'ai fait extraction en fait, des dents qui me restaient devant. D'accord. Il m'en restait à peu près une douzaine, 12, 15 dents. Ils m'ont extrait toutes les dents. Augmentation du sinus. Ils m'ont fait aussi greffe osseuse. Ils m'ont greffé un os à gauche et un os à droite. Et 6 implants en haut, 6 implants en bas. Voilà. Donc ça a été ouais, une Tout ça, longue. j'ai dû faire 4 heures et demie sur le fauteuil. Tu vois. Je suis sorti, tout ça, tout, j'étais gonflé comme ça, j'avais l'œil au beurre noir, tout ça, tout, j'avais des pochons de glace. C'était un peu éprouvant. Tu vois. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai dormi direct. Tu vois, et après je suis rentré 2 jours après. Et après je suis revenu 5 mois après, au mois de mai. Et 5 mois après pour permettre en fait à la cicatrisation. Et une fois que voilà, c'était bien cicatrisé, je suis retourné et j'ai fait une radio panoramique pour voir s'il n'y avait pas d'infection ou de rejet d'implant. Tout était bien. Et à partir de là, ils m'ont posé en fait voilà, les vis. Et après, pendant une semaine, j'ai fait ce qu'on appelle des essayages à chaque fois. Ils m'essayaient en fait les dents. Et à chaque fois, ça repartait au labo et c'était calibrage, recalibrage. Et après, au final, au bout de 12 jours, j'ai eu les dents. Voilà. Ah, ça a été une longue période en fait, ça s'est pas fait comme ça en fait. Non, ça s'est fait, on va dire, en 6 mois, 6 mois et demi. Ouais, voilà, au moins 6 mois et demi. Non, mais il faut le temps aussi, le temps de permettre à la cicatrisation, tout ça, tu vois, de bien faire les choses, tu vois. Mais quand même, ça va. Ce qui est bien, c'est avec la Turquie, en France, j'aurais mis plus de temps. Tu vois. En France, j'aurais mis franchement 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'en France, en fait, ils peuvent pas. Moi, ils m'ont retiré 12 dents d'un coup. Tu vois, et plus des petits morceaux de dents aussi qui me restaient sur le côté. Et ça, en France, il ne peut pas te le faire. Si un dentiste il te retire 2 dents par jour, il va en prison. Et tu vois, c'est la loi. En plus, en France, ils considèrent que si ta dent, on peut la soigner, tout ça, ils n'ont pas le droit de te la retirer. Tu vois, après, voilà, en Turquie, pour moi, c'était plus simple. Ils sont venus, ils m'ont fait un plan de travail, voilà, ils m'ont dit, écoute, c'est simple. De toute façon, c'est extraction totale. Donc voilà, ça a été direct et j'ai tout fait d'un coup. Et après, je suis revenu, tout ça, voilà, comme je disais, 5 mois après. Et pause finale, et franchement, impeccable. Et devant le miroir, les résultats de Ah, choc. franchement, ouais, ouais, ça change de visage, tu vois. On est content. Et dans le rap game, il y a ta relève, enfin une de tes relèves, dans le morceau que vous avez fait avec Sosomanes. La relève, Sosomanes. Qu'est-ce que tu penses là, il a réussi à faire sa place. Oui, je suis content. En plus, il mérite. Ça fait longtemps qu'il est dedans. La preuve, il a posé déjà. Il avait 14 ans sur. C'était Les Points sur les. Ouais. Sur l'album Les Points sur les, le morceau La relève. La relève, ouais. Et oui, je suis content. Je suis content pour lui. Il mérite. En plus, c'est un bon. Il a beaucoup galéré. Et en plus, ce qu'il fait, c'est bien, ça tue. Ça déchire, c'est propre à lui-même. Et c'est un mec qui a vécu. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et en plus de ça, c'est un bon. Et bientôt le morceau La relève 20 ans après ou... Ouais, on en a déjà parlé ensemble avec Soso et Dry. Et souvent même Soso m'a dit que ce serait bien qu'on se fasse La relève 2. Et ses amis ils ont arrêté de rapper Son pote Sofiane, oui, il a arrêté de rapper. Son pote, il était aussi, je crois, dans la réalisation aussi. Ils avaient bossé ensemble sur le court-métrage qu'il a réalisé sous Sosomanes. Ah. Il a réalisé une petite série, tout ça. Ils ont bossé ensemble. J'aimerais revenir sur des phrases de tes sons que tu as dit et te demander qu'est-ce que ça évoque pour toi au moment où tu l'as écrit. Dans un morceau, Solitude, tu dis « Solitude, j'aime ton parfum, ta compagnie et ta présence ». Qu'est-ce que ce vers évoque pour toi? La cave. Quand je dormais dans la cave. C'était un moment après, je dis, tu m'as bordé d'une couverture, je crois. Ouais. Tu vois, moi, ça me rappelait la cave. C'était un moment, mais tu sais, dans le morceau, tu finis par t'y faire à cette solitude. Ouais, c'est un peu ça. Et que toi, tu es quelqu'un de très solitaire Non, c'est en fait,
quand tu fais de la musique, en fait, quand tu chantes, t'as beaucoup de monde, mais des fois, t'es seul. Tu vois, mais aussi, tu sais, à l'ancienne, quand j'étais jeune, je dormais, voilà, quand j'ai 17-18 piges, voilà, j'étais dans les tables, je dormais dehors. Donc aussi, souvent, j'étais seul. Tout ça, tu vois, et aussi, je travaillais au marché, j'étais seul. Donc c'est un côté à moi aussi, mais en même temps, j'aime bien être à du monde. Hein. Mais après, des fois, c'est vrai, t'aimes bien, le soir, j'aime bien, je rentre, t'es posé, hop, voilà, t'es dans ton coin, sur la BFM. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est compliqué, j'ai des enfants, tout ça, en fait, j'aime la solitude, mais je le dis aussi, mais à petite dose aussi, des fois. Ouais. Des fois, elle est envahissante aussi. J'explique aussi. Ouais, c'est dans des fois, elle est relou, tout ça. Entre couplet, c'est qu'elle prend trop de place. Ouais. Je préfère être avec des potes, non, on est là, on s'éclate, on rigole, tout ça, je vais rester tout seul, mon frère, tu une bouteille, vraiment, mais non. Et tu as dit aussi, bah, ça c'était une belle phrase, je trouve que c'était une belle phrase, c'est tous les rêves ont leur raison. Toi, quelle était la raison de tes rêves? Les raisons de mes rêves. Chanter, tu vois. Pour moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était inaccessible. Et après, j'ai compris aussi grâce à Thierry James, parce qu'à l'époque, voilà, il habitait pas loin, et qu'on le connaissait, que c'était accessible. Tu vois. Pouvoir s'exprimer, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. C'est un truc tout bête comme ça, on va te dire, ouais, mais tu peux t'exprimer, mais non. Mais pouvoir t'exprimer à grande échelle, pouvoir t'exprimer, voilà, avoir une tribune, et là, tu peux t'exprimer. Tu vois, c'est un rêve. Tu vois, il y en a, ils t'auraient dit, je sais pas, un yacht, ils t'auraient dit une île à 100 millions, une planète. Non. Tu vois, juste pouvoir parler, s'exprimer. Parce que dans certains pays, là, ils ne peuvent pas parler, tu ne vas pas parler. C'est ça, tout. Si tu parles du roi ou si tu parles du régime en place, mon frère, tu vas te faire décapiter en deux. Et tu parles souvent de Kerry James comme inspiration, qui vous a donné l'inspi de vous lancer dans le rap, et de Run DMC et de Public Enemy. Moi, je voulais savoir, à part Kerry James, quelles étaient tes inspirations françaises? Timidation complète, Doudou Mastar, tu vois, c'était son groupe Timidation complète. Ministère amer, j'aimais bien le répertoire, tu vois. On va dire, nous, quand on était jeunes, en fait, on écoutait que du rap comme ça. On écoutait Ministère amer, Timidation complète, que le répertoire, tu vois. C'est ça, on va dire. Après, j'aimais bien Ayam, hein, je kiffais Ayam, tu vois. Et après aussi, bon, c'était plus de notre génération, mais on écoutait aussi voilà, Arsenic, tout ça, tu vois. Tout ce qui était dur, tu vois, tout ce qui était violent. Et qui disait la vérité, tu vois. C'était ça, parce que... Je m'identifiais pas, voilà, on s'identifiait pas en fait au truc plus commercial en fait, tu vois ce que je veux dire, et voilà, je peux pas entre citer de nom, mais pour nous, ça ne nous parlait pas ça, tu vois ce que je veux dire, parce que nous, c'est dans une mouvance hardcore, tu vois, c'était ma Fat Free, tu vois. Donc on respectait que ceux qui étaient hardcore. C'était le truc pour quitter du rap, le truc qui vous a kiffé, c'était être véridique et que ce soit hardcore. C'était les deux critères qui voilà, vous animaient à cette époque-là. Après, bon, le rap c'est pas que ça, mais après t'as d'autres rappeurs voilà, qui n'étaient pas dans cette mouvance-là, mais qu'on respectait, parce que voilà, il y avait un message, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais en fait, voilà, c'était. À l'époque, en fait, il y avait. Peut-être aujourd'hui un peu moins, mais les rappeurs faisaient beaucoup la différence entre voilà, rappeur commercial et rappeur ghetto, tu vois. Voilà. Et rappeur voilà, qui disaient un message. Maintenant, bon, le rap c'est devenu commercial. C'est l'industrie de la musique. Voilà. Même le rap n'y a pas échappé. En parlant de rap, là tu es revenu avec un nouvel album Demonstrada. Quel thème et quelle couleur tu as voulu donner à cet album? Les thèmes que j'ai abordés, voilà, c'est des thèmes qui me touchent à cœur, tu vois, comme Eluavi où je parle d'un dictateur. Morceau Demonstrada où là j'explique voilà, pourquoi j'étais pas là pendant un moment. Des morceaux comme Des illusions, voilà, c'est des choses que j'ai vécues. Le morceau Atalim, voilà, c'est un message, tout ça, tout. Tu vois, par rapport aussi aux petits jeunes qui font des conneries. Voilà, en fait, j'ai voulu donner une dimension à cet album qui soit
réaliste et moi-même, tout ça, tout. Tu vois, je veux dire, je suis pas parti dans les afrobeats, je suis pas parti dans les trucs. J'ai pas cherché à faire non plus un album, on va dire comme on disait, commercial. C'est un album en fait propre à moi-même. C'est-à-dire les gens qui me connaissent, tout ça, tout. Qui écoutaient Démon déjà il y a 10 ans, mais ils écoutent cet album-là, ils vont dire ah, Démon, il n'a pas changé, il est resté authentique. Après, bien sûr, tu t'adaptes par rapport aux prods, tout ça, tout. Tu vois, j'ai pris des prods aussi, tu vois, qui sont modernes, mais en restant dans l'esprit, voilà, de Intouchable, de Mafia Free. Mais voilà, en restant fidèle à moi-même et aux thèmes que j'aime bien traiter, tout ça, tout. Et moi, il y a un feat qui m'avait surpris, c'est celui-là avec Grunge. Ah. Ça m'avait surpris parce que bah, c'est deux mondes opposés. Comment s'est fait le contact pour ce feat? Bah, j'aime bien, t'as vu, j'aime bien ce qu'il fait, j'ai écouté les Chasseurs Flotteurs. Et aussi, voilà, je me suis dit, ça serait bien de l'inviter, je voulais aussi surprendre. Tu vois, inviter des gens que voilà, j'avais pas forcément avec qui collaborer et qui sont dans un univers aussi voilà, différent, mais j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire, j'aime bien. Voilà. C'est le rap aussi, c'est pas le rap, c'est large, tu vois. Et en même temps, j'avais envie de surprendre et j'aime bien la personne, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je me suis dit voilà, ça serait bien de tester un truc avec lui. Parce qu'en parlant de surprendre, tu as vu sur une photo sur Instagram avec Naps et Mokobe. Ah. Est-ce qu'il y a un truc qui se prépare? C'est pour, en fait, c'est pour le prochain projet à Jules. En fait, je sais pas encore si ça s'appelait comme ça, mais c'est un délire en fait classico. Tu vois, il avait fait très organisé, et là il va faire en fait un projet qui, je crois qu'ils vont l'appeler classico, un truc comme ça. Il a ramené en fait la crème de Paris, tout ça, tous les anciens, tout ça, toute la nouvelle génération, et il a fait pareil pour Marseille. Et il a fait des combinaisons, tout ça. Tu vois, ça. Il est fort, Jules. En fait, c'est un concept, ouais, c'est classico. Il a ramené Paris à Marseille, tu vois. En fait, il est fort parce qu'il montre que lui, il arrive à fédérer aussi. Ouais. Ça veut dire même jusqu'à Paris, il arrive à fédérer. Ça qui est fort, c'est qu'est-ce que tu en as pensé du projet très organisé? Bien, justement, il a réussi à fédérer en fait tout Marseille. Les anciens, et c'est très dur en fait. Ouais. En plus, entre eux, ils sont très fédérés, mais qu'une personne elle arrive et qu'elle arrive à mettre tout le monde d'accord, franchement, voilà. Et en même temps aussi, c'est bien parce que ça a permis aussi à d'autres gens de découvrir des artistes comme qui étaient là depuis longtemps, tu vois, comme Cara, tout ça, tout, tu vois, de Cara et Rouge, tu vois. Des gens que je ne connaissais pas forcément, mais ces mecs-là, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Tu vois, et c'est bien, et franchement, des projets comme ça, c'est bien. Ça manquait aussi dans le rap, ça fait un moment qu'on n'a plus de compiles, tout ça, tout, tu vois, de projets, tu vois, donc c'est bien. Avant, c'était l'époque des compiles, il y avait tout le temps des compiles, des projets, des combinaisons, tout ça, tout là. Donc c'est très bien qu'il y ait des projets comme ça. Et un projet comme ça dans 94? C'est en cours. Ce serait possible? Ouais, c'est fait déjà. C'est fait? En fait, ça va sortir. J'ai posé d'ailleurs dans ce projet-là. Ok. J'ai posé en fait avec Badjara, qui est un artiste en fait du quartier ici, que je produis. Et aussi j'ai posé un morceau, il y a LCK, C2MC, Dry, OGB. Et un autre morceau j'ai fait aussi, il y a moi, Dry, Rimtus et La Trim. D'accord. Voilà, c'est le projet, en fait, il va s'appeler 9-4. Et c'est tous les rappeurs du 9-4 qui ont posé. Il y a Thierry James, tout ça, tout. Il y a La Trim, il y a Brasco, il y a tous les rappeurs du 9-4. La crème du crème. La crème la nouvelle génération, tout ça, tout. T'as les anciens, en fait, t'as tout le 9-4 dans ce projet-là. Voilà. Je te l'annonce en esprit, ça va sortir. Ce sera la compil 9-4 FM. Comme je sais pas comment ça va s'appeler, mais en tout cas, c'est un projet exclusivement 9-4. Tu vois, c'était jamais fait. Tu me demandais, ben, t'inquiète pas, ça arrive. Pas mal. Bon, en tout cas, merci de nous avoir reçus chez toi, Démon. Merci à toi. Et une question que je pose à tous les interviews. Pour toi, un débrouillard, qu'est-ce que ça représente? Ah là là, je dis ça à moi, débrouillard, j'étais dans la galère, tout ça, tout. C'est t'en sortir et t'as rien. C'est ça, débrouillard. C'est dans les pires des situations, mon frère, t'arrives à t'en sortir. Tout ça, à l'époque, tout ça, tout tac. Je sortais tout de la cave, tout ça, tout tac. J'étais jeune. J'arrivais, en 2 secondes, j'arrivais à faire un billet. En 2 secondes, j'avais ma consommation de bédo. En 2 secondes, c'est ça, un débrouillard. C'est-à-dire, t'as rien, 30 secondes en main, comme il dit De Niro dans Hit. Tout ça, tout. Montre en main, 30 secondes,
tout quitter, mon frère, c'est ça un débrouillard. Et toi, tu arrives, même dans la merde, il arrivera à se refaire. C'est ça, tout. Un vrai débrouillard, mon frère, c'est système D, mon frère, il n'y a pas le choix. Tout ça, tout. C'est seuls les plus hardcore survivront, mon frère. En tout cas, merci de nous avoir invités et ouais, j'espère à très bientôt. Bah, à très bientôt, frère. Bah, merci à vous. Demonstrada toujours disponible. Toujours toutes les disponible, plateformes. voilà, sur toutes les plateformes, sur Deezer, sur Spotify. C'est partout. Merci à toi. Merci à toi, frère.